va falloir que vous fassiez une discipline qui n'est pas simple, il va falloir que vous débrouillez pour être heureux. Tout est écrit, Oui. mais on a le libre arbitre. Une chaîne, c'est une entité qui a une famille, qui a une histoire, qui est connectée en bas et en haut à la lumière et au sol. Je pense qu'il y a un blocage karmique. Depuis ma naissance, je ne supporte aucune forme d'autorité. Les gens heureux, c'est juste qu'ils ont trouvé leur place. Bienvenue dans Domino, Bernard Werber. Bonjour. Un grand plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, le romancier français qui a vendu plus de 30 millions de livres dans le monde, c'est vous. Depuis le succès remarquable de votre premier roman, Les fourmis en 1991, vous n'avez eu de cesse de nous emmener, de nous embarquer depuis plus de 30 ans dans des univers où des fourmis philosophes, où des âmes dansent entre les vies et où des arbres parlent. Vous avez construit une œuvre foisonnante que vous qualifiez vous-même de philosophie-fiction et qui explore le vivant, la science, la biologie, la mythologie, la mort, l'au-delà, la réincarnation. En octobre dernier, vous avez publié votre 35e livre. Quel exploit, quand même, chez Albin Michel. Et depuis plusieurs mois, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle VIE, Voyage intérieur expérimental, alors dans lequel vous invitez les spectateurs à plonger dans leur inconscient au moyen de méditation guidée et en musique. Et vous retrouverez d'ailleurs la scène de l'Olympia le 20 décembre prochain. Voilà. Alors Bernard, je vous promets une chose, regardez-moi bien dans les yeux, que dans cette émission, on ne fera pas la énième autopsie de votre roman Les fourmis. J'attends autre chose de vous dans Domino. Je me laisse guider. Alors, la règle du jeu, entre vous et moi, il y a ce vase rempli de dominos blancs et de dominos noirs. Dans un instant, je vous demanderai de piocher un domino. S'il est blanc, nous commencerons par l'interview blanc sur noir, l'interview lumière, qui explore vos joies, vos réussites, les vérités les plus secrètes. Et s'il est noir, eh bien nous commencerons... Attendez. Il faut que je le fasse les yeux fermés. Et s'il est noir, nous commencerons par l'interview noir sur blanc, donc pour explorer votre part sombre, d'accord pour aller voir Pourquoi un peu pas. les failles, les doutes, les angoisses. Sachez qu'une interview en entraîne une autre. À votre droite, vous avez le masque. Si toutefois l'envie vous prend, cher Bernard Werber, de me répondre le visage couvert, que faites comme bon vous semble. Voilà. Comme ça. Voilà, très bien. Très Alors, joli. il est temps pour vous de vous concentrer, de fermer les yeux, Je ferme les yeux. de tendre le bras, C'est par là. voilà, dans le vase et de piocher un domino. Alors, domino Noir. mais on va à fond blanc. D'accord. Domino noir à point blanc, donc Non, interview. Pourquoi pas, justement, c'est quand c'est un peu compliqué que c'est marrant de réagir. Vous voulez qu'on fasse... Alors, on commence par... Non, ce alors... que vous voulez. Moi, c'est comme au tennis, vous envoyez la balle, j'essaie de la renvoyer, après... Bon, point blanc sur fond noir, blanc sur noir. Alors, la lumière qui éclaire en ce moment votre vie, vous diriez qu'elle est caressante, vacillante ou éclatante? Éclatante. Parce que? Parce que je me réalise dans la chose qui me plaît le plus, raconter des histoires par écrit et en même temps sur scène. Oui. Donc j'ai une sorte de complétude, de sentiment que je suis sur mon sillon et c'est très agréable. Je dis souvent que les gens heureux, c'est juste qu'ils ont trouvé leur place. Oui. Dès le moment où on a trouvé sa place, on est bien et j'ai l'impression que j'ai trouvé ma place. Et donc la vie, alors en ce moment, ce printemps 2026, vous l'embrassez comment? Avec fougue, avec retenue ou par à-coups? Avec fougue. Il y a aussi autre chose, c'est que je devais mourir il y a à peu près 10 ans et d'un problème d'un bouchon dans le cœur. Et suite à quoi, tous les jours qui ont passé après cette découverte, je considère que c'est une journée de gagner. Donc je me lève le matin en me disant, chouette, j'ai une journée de vie de plus. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu ce test, je croyais que j'étais au milieu de ma vie et je m'aperçois que je suis peut-être à la fin de ma vie. Et donc j'ai tout d'un coup un sentiment d'urgence. Oui. Il faut que je fasse plein de choses et chaque jour où j'ouvre les yeux en me levant, c'est un cadeau. Donc vous diriez que vous êtes un rescapé de la vie?
Rescapé. Je suis une personne qui a le sentiment de la chance qu'il a d'être vivant. Voilà. Alors, écrire, c'est comme faire l'amour. Reconnaissez-vous l'auteur de cette formule? Alors, je l'ai dit, mais il faut voir dans le contexte, hein. Évidemment, il y a un plaisir à écrire. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas une rédaction, c'est pas un travail, c'est une expression d'une énergie que j'ai en moi. Et c'est parce qu'il y a une joie à Oui. faire cet acte d'écriture Mmh. qu'il va y avoir une joie, je pense, chez le lecteur à le recevoir. Mais c'est un acte, en effet, qu'on peut qualifier de similaire à l'acte d'amour. C'est-à-dire il y a de la générosité, il y a de l'expression, et c'est quelque chose qui apporte une jouissance Et spéciale. oui, parce que quand vous avez fait cette déclaration dans Paris Match en 2009, vous évoquiez même une sorte de transe érotique. Alors, le mot érotique est peut-être un peu... C'est vous, hein, ce sont vos Ouais, mots, ouais, hein. je sais, mais c'était à l'époque. Et puis peut-être Et que, oui, peut-être que ça a été déformé aussi. Non, le mot érotique, je dirais pas jusque-là. Trans, oui. ouais, En fait, voilà, je commence tous les jours de 9 h à 12h15 ouais, à écrire. Et vers 11 h, en fait, le temps de chauffe est très long. Mmh. C'est-à-dire entre le moment où je retrouve le texte Mmh, d'hier, mmh. je regarde le machin, je me dis... Et une fois que je suis lancé, Oui. j'arrive à un point... Maintenant, j'aime bien le mot flow, c'est-à-dire que je perds la conscience du temps et de l'espace. Mmh. Je ne suis juste que dans le film, comme si je regardais un film, j'étais dedans. Et là, en général, je ris, je me marre. Tout Et seul. je suis tout Enfin, seul. Non, en mais ce n'est écrivant. que je suis Oui. entouré de gens autour de moi. Je suis dans un café. Mais c'est un moment qui est... Comment dire? Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'un truc intellectuel. Il y a juste une sensation d'être dans un film. Voilà. Bon, alors vous êtes aussi dans une autre dimension en fait, hein. Alors on va tenter l'expérience du voyage intérieur expérimental, hein, Oui. comme vous le faites sur scène. Là, je vais vous demander encore de fermer les yeux, de vous concentrer pour aller retrouver l'enfant que vous étiez, le petit garçon que vous étiez. Voilà, je vous laisse partir. Je garde les yeux fermés. Hein. Ouais. J'y suis. Et vous pouvez nous le décrire, ce petit garçon? Alors là, sur l'image que j'ai, ça doit être du 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai une frange comme ça. Parce que c'est aussi par rapport à une photo que je connais. Hein. Et j'ai une petite chemise, j'ai une salopette, et j'ai des petits mollets ça potelés, et des chaussures avec des lacets. Et je suis un peu bougon, je suis un peu genre... Enfin, sur l'image que j'ai actuellement, je suis dans le style... vivement la suite, quoi. Oui. Mais attendez, alors Je garde les yeux fermés, hein. Vous ce me dites petit quand... garçon, il va prendre de l'âge là, à 10 ans. Vous le voyez à 10 ans? Vous arrivez à le visualiser? Qu'est-ce qui le rendait profondément heureux? Était-ce un jouet, un ami, une activité? Alors, à 10 ans, j'étais pas très heureux. Les choses qui me rendaient heureux, c'était de lire d'abord de lire des livres. J'étais déjà très, très Jules Verne, donc je m'isolais pour lire les bouquins, notamment L'île mystérieuse. Et puis, écrire déjà des histoires. J'avais commencé à peu près à 8 ans à écrire des nouvelles. Oui. Faire des dessins. J'avais essayé déjà de monter mon télescope. Je ne suis pas arrivé. Déjà un peu scientifique, oui. Ouais. L'âme du scientifique. Et Et alors? Ouais, c'était une période où ça allait pas, cela dit, 10 ans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne vous rendait pas heureux? À l'école, je n'étais pas un très bon élève, Oui. parce que tout ce qu'il fallait apprendre par cœur, j'ai toujours eu des problèmes de mémoire, et donc je ne mémorisais pas. Vous pouvez rouvrir les yeux, hein. Ah bon, j'attendais que vous me donniez le... Oui. Et avec papa et maman, ça allait comment? Ça allait, j'ai des parents formidables, si ce n'est que... on était entré dans des routines, c'est une gestion de routine. Il n'y a pas des moments où je me dis « Waouh, qu'est-ce que je suis connecté à la famille ?» C'est juste je suis bien dans la famille et tous les jours se passent avec des routines, il y a les vacances, il y a machin. Dans ma mémoire, c'est juste, bon, en été, on va à Canet-Plage, en hiver, on va à Font-Romeu, parce que j'étais à Toulouse, et puis après, il y a l'école, et il y a ma sœur, et puis il y a des fêtes, voilà. Et à ce petit garçon, qu'est-ce que dit le grand Bernard aujourd'hui? Qu'est-ce qui Prends des risques. prend des risques? Ouais, j'étais un peu trouillard.
Trouillard, vous? Un peu, c'est-à-dire Ah oui? prudent. J'ai vu qu'il y a plein de situations où quand je m'avance, ça se passe mal. Donc j'étais dans: «Bon, ben, j'ai arrêté de m'avancer, quoi» et Par exemple? Sur le terrain de l'amour, Mmh, non, non? l'amour, ah non, à 10 ans, À j'avais des 10 ans? petites amoureuses. Ah, Si, j'avais des petites amoureuses, mais c'était très, comment dire? Théorique, voilà. mmh. On se disait: «On va se marier quand on sera plus grand», quoi, mais Et vous vous c'était êtes mariés, une fois non, plus grand? pas marier, on va se marier. Ah, mariés et Ouais. mariés aussi peut-être? Non, je me rappelle, attends, pour être précis, au Oui. point de vue, il y avait une petite fille qui s'appelait Béatrice, qui était la fille du colonel de la caserne d'à côté à Toulouse et s'il y avait un domaine où j'étais bon, c'est aller dans cette classe-là, c'était les maths et elle avait des meilleures notes que moi et ça m'impressionnait et on est devenus très proches Mmh. et hem et on s'était dit: «On allait se marier» et donc je devais avoir 9 ans et demi. Oui. Bon, bah, si Béatrice nous écoute. Je ne saurais même pas la reconnaître. Alors, est-ce que ces mots, je vais vous citer des mots de Hildegarde de Bingen, qui Oui, était, mystique, oui. abbesse, une figure marquante du Moyen Âge. Alors, Et elle qui a a fait dit plein de recettes de cuisine pour se aussi, soigner. voilà, elle était docteur, hein, Mmh. alors, elle a dit: «Vois le soleil, regarde la lune et les étoiles, contemple la beauté des verdures de la terre, maintenant réfléchis». Ces mots font écho à ce que vous êtes devenu, à votre état, à votre mental aujourd'hui? Alors la contemplation de la nature est pour moi une, en effet une et du ciel, est une source d'évasion. Je vais commencer par dire si je m'intéressais autant à la science, c'est parce que j'avais des difficultés à communiquer avec les autres êtres humains et j'avais des difficultés à communiquer avec les Oui. autres êtres humains pour une raison simple, c'est que je rentrais pas dans les bandes. Il y avait tout le temps des bandes avec des chefs et moi, faire partie de la cour à cirer les pompes, du chef, c'était un concept qui m'est, Étranger qui était, je pense qu'il y a un blocage karmique. Depuis ma naissance, je ne supporte aucune forme d'autorité. Mmh. Donc, je ne faisais pas partie de l'équipe de football, je n'étais pas avec les chefs, Mmh. donc j'étais quelque part un élément isolé. Mmh. Et le seul endroit où je me sentais bien, c'était dans le groupe des filles. Parce que les filles, on pouvait discuter, Oui. Et elles étaient pendant le football, c'est pas un rapport de force, puis elles trouvaient amusant que dans leur groupe, il y a un garçon qui vienne parler. Donc ça passait très bien. mmh. Donc pour moi, c'était le monde où étaient les autres, n'était un Mmh. monde qui me convenait pas. Mmh. Et par contre, je recherchais tout le temps un regard de connexion Oui. féminin. Et Bernard Werber, est-ce que vous vous définissez comme mystique? Non, surtout pas. Il y Comment a vous vous définissez d'ailleurs? agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas, je me renseigne. OK. Explorateur, mais mystique, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit. Même si je fais un spectacle qui parle des vies antérieures, je ne suis pas sûr que les vies antérieures existent. Je trouve que c'est une idée sympathique Ouais. pour se donner une perspective. Et ça se peut que ça existe. Mmh. Mais ceux qui disent que ça existe et ceux qui disent que ça n'existe pas sont deux personnes qui ont des infos que je n'ai pas. Donc je ne vais surtout pas dire je suis certain que ça existe. On va y revenir. J'aimerais qu'on reste dans le domaine de la nature. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous êtes en forêt, par exemple, Hmm. que la nature vous parle? Alors, pas toute la nature. J'ai fait une sélection de... Il y a des éléments de la nature qui me parlent, dont les arbres, dont les fourmis. D'accord. Maintenant, les moustiques, ou je sais pas, ou il y a d'autres formes de vie. Toutes les formes de vie ne sont pas des formes de vie où je me connecte, même si j'apprécie l'ensemble. Mais quand, par exemple, vous avez un problème à régler, vous avez une question qui vous turlupine, est-ce que parfois vous essayez d'entrer en communication avec l'arbre ou Non. Non, ça non. Ah non. Non, Ok. c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est pour ça que, justement, je ne suis pas mystique. Non, quand ça va vraiment pas, j'essaie de trouver un ciel étoilé et je me dis, ok, déjà petit, hein, je suis quand même qu'un petit truc sur une petite planète, voilà. Et là, je relativise tout. Et ça me suffit. Sinon, je fais pas le truc où je vais demander à l'arbre de me faire du bien. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais c'est pas mon Euh, cas. Mais est-ce que vous aurez... Alors, vous avez votre dernier livre s'intitule La voix de l'arbre. Est-ce Mhm. que vous auriez aimé être un arbre? Non. Pas un chêne? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que Ouais. je trouve que ça manque de mobilité. Et en plus, je dépendrais des hommes qui sont Mais en train de détruire les forêts. Donc j'aurais la trouille. Avec la conscience que j'ai, je me dirais, bon sang, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va avertir donc, est-ce qu'il y aura un Bernard Werber qui va avertir qu'il ne faut pas me couper? Parce que le nombre d'arbres qui sont abattus tous les jours est énorme. Mais Donc j'ai- j'aurais peur de Ouais. mourir.
Mais n'avez-vous pas déclaré il y a quelque temps que vous aimeriez que l'arbre soit reconnu comme personne morale et juridique, par exemple à l'ONU? Oui, D'accord? c'est l'un des thèmes de mon livre, c'est que l'arbre soit reconnu en effet, et qu'on arrête, pour l'instant, c'est de la matière première. C'est-à-dire on considère qu'un chêne, ça sert à faire des meubles. Oui. Et c'est une entité qui a une famille, qui est connectée à une communauté, et qui a une histoire, et qui est connectée en bas et en haut à la lumière et au sol. Oui. Mais vous savez qu'au Pérou, le Pérou vient de reconnaître des droits juridiques Ah aux ben voilà. abeilles sans dard pour favoriser la pollinisation et le maintien de la biodiversité. C'est une première mondiale. Mmh. Ça date de quand? Eh ben, ça date d'il y a quelques... Sans dard, c'est un peu du racisme envers les abeilles avec dard. Eh oui, Et mais c'est ça, pas elles qui choisissent. mais bon, ça pourrait revenir au statut de l'arbre. Ouais, mais de toute façon, il faudrait... Eh, il y a un autre livre qui s'appelle La Voix de la Terre, dans lequel je dis il faudrait quand même prendre conscience que tout ce qui vit en dehors des êtres humains mérite un peu de respect, et que ce n'est pas juste là pour nous nourrir, pour nous faire, nous permettre de faire des objets et pour nous amuser. Nous avons une sorte d'attitude en tant qu'espèce de dominance hautaine qui va nous rendre malheureux. Et j'allais dire, c'est pas seulement par générosité qu'il faut le faire, c'est pour ne pas devenir fou. Mais si les arbres avaient un statut à l'ONU, les arbres auraient la capacité d'intenter un procès aux hommes. En tout cas, leur demander d'arrêter de les massacrer, oui. On va commencer par là, après on verra pour la culpabilité. Alors, vous évoquiez les vies antérieures. Dans vos livres, comme Les Thanatonautes et L'Empire des anges, vous explorez donc la possibilité de vie antérieure. Est-ce que vous avez cherché à savoir qui vous étiez, qui vous aviez pu être? Alors, la notion de vie antérieure a passé un cap dans mon esprit le jour où j'ai rencontré une médium qui m'a dit « Voulez-vous que je vous raconte ?» Elle s'appelle Monique Parent-Bacan, j'en parle dans le spectacle. Elle m'a dit « Voulez-vous que je vous raconte vos vies antérieures ?» Je lui ai dit « Je n'y crois pas pour deux raisons. La première, c'est que quand les gens vont rechercher leur vie antérieure, ils tombent toujours sur des célébrités. Napoléon, Joséphine, Jules César, Cléopâtre ou Jésus-Christ, et que les possibilités d'être l'une de ces cinq étaient de l'ordre de zéro. Oui. Et la deuxième, c'est que je pense que la plupart des gens ont eu des vies minables, à savoir soit ils étaient ouvriers, soit ils étaient paysans, ils s'ennuyaient, ils étaient fatigants, soit ils étaient mendiants. Et aller voir des vies dans lesquelles on a eu une vie minable, c'est pas terrible. Et elle m'a répondu, vous avez eu 111 vies, sur les 111, il y en a 100 qui sont inintéressantes, mais je vais vous raconter les 11. Ce à quoi j'ai répondu, écoutez, je suis pas dans la croyance, mais j'aime bien qu'on me raconte des histoires, allez-y, racontez-moi mes vies. Et donc, elle m'a raconté les 11 histoires, et les 11 histoires avaient plein de résonance avec ma manière de me comporter, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le rejet systématique de l'autorité qui m'a créé énormément de problèmes. Et est-ce que vous avez, alors, parmi ces vies antérieures, est-ce que vous avez été un homme ou une femme? Alors, sur les 11 vies, la deuxième qu'elle m'a racontée, j'étais femme de gynécée, ou de harem, mais après, parce que alors, il y a un épisode que j'ai oublié, c'est que après cette histoire, j'ai donc sympathisé énormément avec Monique Parent-Bacan, et après on m'a proposé de revivre, c'est-à-dire de faire l'expérience moi-même, pas quelqu'un qui me raconte. Et là, ça a été génial. C'était avec un type qui s'appelle Philippe Leroux, et je me suis retrouvé en Atlantide à vivre une histoire. J'avais demandé à vivre ma plus belle histoire d'amour. Je me suis retrouvé à vivre une histoire extraordinaire et qui m'a inspiré un livre qui s'appelle La boîte de Pandore, et dans lequel je pouvais décrire comment c'était en Atlantide, mais avec une précision énorme. Suite à quoi, je me suis dit, OK, il y a cette expérience de régression, que ce soit vrai ou pas vrai, je ne pourrais jamais le prouver, mais ce que je vois, c'est quand je le fais, je m'amuse bien. Mais attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Et j'étais femme juste après. Alors justement, qu'est-ce que vous avez ressenti dans la peau d'une femme? Alors, je vous racontais ma vie de femme, donc j'étais femme de harem. J'ai fini en revenant... De gynécée, hein, parce que harem, ça n'existait pas en Égypte. Voilà. De gynécée, mais vu que les gens ne connaissent pas les gynécées... C'est le royaume, il y avait la reine, il y avait des concubines dans le gynécée. Au moins 350 avant Jésus-Christ. Hein.
Ouais, à peu moi, près? c'était du côté d'Alexandrie. D'accord. Et ça, j'ai situé après. Parce que quand on arrive, on n'a pas le lieu on n'a pas le lieu et l'époque. Mmh. C'est à force, enfin, moi, vu que j'y reviens plusieurs fois, Mmh. j'ai fini par repérer des choses qui m'ont permis après d'enquêter un peu. Donc, C'est drôle ça. j'étais gamine. Alors, il faut voir aussi un autre élément. La plupart des vies antérieures, on ne connaît pas son âge. Parce que pour nous, il y a l'état civil, mais dans la plupart, au Moyen-Âge et à Ouais, l'Antiquité, il n'y ouais. a pas écrit il est né Et tel jour. Donc, je ne connais pas mon âge, mais j'étais gamine. donc vous Mes étiez une parents. jeune fille? Oui, mais je dois avoir 12 ans. Ah, Et et mes alors? parents mes parents m'ont vendu à un monsieur qui achetait des gamines et je me suis retrouvé dans une sorte de villa dans lequel on était une quarantaine de femmes autour d'un bassin et là, en fait, on mangeait bien, on était censés être protégés, Mmh. donc on était censés avoir l'avantage de vivre là et on était censés attendre que le propriétaire, s'intéresse à nous. Et Et alors? là, dans mon histoire perso, le propriétaire venait des fois avec des amis, il montrait à ses amis, comme on montre une écurie avec des chevaux, toutes les jolies femmes qu'il avait, mais il ne nous consommait pas. Donc on s'embêtait beaucoup et on était juste à cancaner entre eux. Surtout qu'il y a une autre chose dont on ne prend pas conscience, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de source d'information. Donc on ne sait pas ce qui se passe à Mmh. l'extérieur. Pour nous, l'extérieur, c'était des bruits en dehors Oui, de la maison. donc vous n'étiez pas, désignée à un homme et cetera? Il y avait pas de Ah, mais j'ai jamais fait l'amour avec, de mon souvenir, avec le propriétaire qui m'a acheté. Et par contre, j'ai fait l'amour avec l'eunuque, dans mes souvenirs, parce que c'est comme un film. Et vous avez fait l'amour avec l'eunuque? oui, et d'ailleurs, du coup, je suis allé vérifier. Mais l'eunuque, Alors, il a pas de justement, ouais. sexe? Ah non, on coupe les testicules, Alors, eh, c'est en Turquie, dans les harems, ouais, qu'on coupait tout. Et on leur mettait un petit tuyau. Du coup, je suis allé enquêter. Mais, et mais donc? en Égypte, en fait, c'est pas qu'il coupe les testicules, il les vide les testicules. Et le garçon, donc, avait un pénis, mais il ne faisait pas l'amour avec son pénis. Mais il pouvait le faire. Il me faisait l'amour essentiellement avec ses mains. C'est-à-dire que c'était le roi des massages. Et ça, vous avez vraiment senti les mains de ce Je peux pas vous dire, c'est comme si je débarque d'un film. Dans le film, il y avait ça. Maintenant, il y avait aussi une autre particularité avec cette eunuque, oui? c'est qu'il était très marrant. Et on montait sur une terrasse, il y avait une terrasse au-dessus donc, de cette villa. Mais c'était une villa carrée, donc c'est-à-dire Oui, il y avait des zones comment dire, ouais, à plat. oui. Et le soir, sur un papyrus, on notait à la bougie les emplacements des étoiles. Et c'était notre passion à tous les deux, c'est-à-dire noter les étoiles et accessoirement se faire des caresses et se moquer des filles en bas. Parce que du coup, vu que c'était un univers de femmes fermé, il se passait plein de trucs. Et les femmes se faisaient... Attends, elles passaient toute la journée leur temps à se maquiller. Il Oui. n'y a pas de bronzage. Et le bassin, on ne pouvait pas se nager dedans. Il n'y Ouais. avait pas d'épaisseur d'eau. Mais elles s'ennuyaient. Donc elles faisaient que se faire des sales coups. Et moi, je me tenais à distance à me marrer avec l'eunuque. Ouais. Et donc, Je voudrais que ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Vous étiez peut-être... non, ça m'est pas arrivé, moi. Mais qu'est-ce Ah! qui Alors attendez, je précise une chose. oui, La plupart des expériences qu'on fait, on n'a pas de comparatif. Ça ne vous fait pas rêver maintenant parce que vous avez cette vie ici, maintenant. Mais à l'époque, oui, je peux vous dire que la plupart des filles nous enviaient mmh, parce qu'on avait une sécurité, on avait de la nourriture tous les jours, oui. et puis le lieu lui-même était protégé. Parce qu'on disait, si nous sortons de ce bâtiment, Mmh. à l'extérieur, il y a la guerre, il y a des maladies, il y a la peste et tout. Donc on était considéré que Oui, oui, c'est une bien cage sûr. dorée. Voilà. Et ça vous plaisait d'être, fille? Ah ben, pareil, vu que c'est comparatif. Pour que ça me plaise, il faudrait que je suis dans la même vie, que je me dise, Mais tiens, voilà ma vie d'homme et ma vie de femme. Là, j'arrive à fille, donc je ne connaissais que ma vie de fille. oui. Mais du coup, Bernard Werber, il reste une part de féminité en vous? Oh, énorme. Ah, énorme! Ouais. Ah oui? Bah, comme il doit y avoir une part de masculinité. Et com et Florence. comment elle s'exprime chez vous? Ben, quand je fais des personnages féminins, notamment, il y a un de mes romans qui s'appelle Le miroir de Cassandre, dans lequel je me suis vraiment projeté dans le corps de mon personnage. Mmh. Et je vivais, je sentais tout comme une femme. Mais Jusqu'à l'accouchement? non, dans ce roman-là, non. Non, l'accouchement... Alors, l'accouchement, je l'ai vécu dans d'autres vies, pas celle-là. Des vies plutôt au Moyen-Âge. Et Où vous accouchez? oui, alors, comment vous dire? Maintenant que vous me le dites, j'essaie de ramener des souvenirs. Je crois que cet instant-là, à chaque fois que je l'avais, je l'oubliais après.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un mécanisme faut pas que je me rappelle que Ah que oui. ça s'est pas bien passé. Par contre, je me rappelle de mes vies de femmes. Je rappelle des vies de femmes qui doivent être probablement en France, mais la principale gêne n'était pas l'accouchement. C'est la principale. Parce qu'on imagine, de nos jours, on se dit que les gens devaient beaucoup souffrir vu qu'il n'y avait pas les péridurales, il y avait pas. Mais tel que c'était fait à l'époque, euh, c'était tellement considéré comme normal que on est devenu un peu plus douillet que, maintenant que vous me posez la question, Oui. que de nos jours, de ce qui m'a semblé. Ah oui. On accouchait plus facilement, moins dans la douleur, vous voulez dire? J'ai pas de souvenirs, je vous dis, Ah de oui. précis de mes accouchements, de mes vies de femme. D'accord. Je suis désolé, j'aurais bien voulu. Et- Et d'ailleurs, certains de mes personnages racontent leur accouchement dans mes romans, notamment mais j'ai pas de ressenti. Je suis désolé. C'est pratique, hein, les vies Mais comment antérieures avez-vous vécu pour nourrir vous- les livres. Comment avez-vous vécu vous avez plusieurs enfants? Moi, c'est moi qui vous interviewe, Bernard. Non, mais quand même, comment ça s'est passé pour vous? Pas très bien. Ah ouais. Alors- Mais je pense en effet que Enfin, pas très bien. il y avait un tiers parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, il y avait un tiers des accouchements qui tournaient mal. Le plus souvent pour la maman. Oui. Bah oui. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas très bien. Et encore aujourd'hui, il y a des accouchements il y a des mamans qui Oui, perdent oui. la vie. Alors, est-ce que vous vous définissez comme un fils spirituel de Pythagore, qui croyait dans la réincarnation, dans l'immortalité de l'âme, dans la réincarnation, hein? Alors, fils spirituel, j'aimerais bien. 2, ma référence est en effet Pythagore. En allant voir tous les personnages de l'histoire, tout d'un coup, celui-ci a surgi. Et je me suis dit, voilà un type qui était tellement en avance sur son époque et qui a fait tellement de choses. Et on a oublié tout ce qu'il a fait. Oui, Et, mathématicien, philosophe. Je peux faire mon petit moment Pythagore, pythagoricien. Allez, faites votre Pythagore. Il est né à Samos, d'une famille de bijoutiers. Très jeune, il est très fort, il est très beau. Pythagore, ça veut dire annoncé par la Pythie. Sa mère croyait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et la Pythie lui a dit, si vous allez avoir non seulement un enfant, mais il va être comme ça. Et donc, quand il arrive, on l'appelle Pythie Agora. Et annoncé par la Pythie. Et là, il gagne 2 fois les championnats olympiques de pugilat. C'est de la boxe de l'époque. Ça se faisait avec des lanières de cuir. Et il n'y a pas de ronde. Ça se fait tout nu. Et c'est le premier qui est KO où ça s'arrête. Et donc, je suis allé voir. Il a gagné 2 fois alors qu'il était trop jeune. Pour participer, il a changé, il s'est fait passer pour plus âgé. Donc déjà, champion sportif. 6e siècle avant Jésus-Christ, il faut le préciser. 500, 550. Ouais. Et là-dessus, il voyage, il est initié dans les temples égyptiens à toute la science, la médecine, l'ésotérisme égyptien. Et après, vu que en 525, les Perses envahissent l'Égypte, il fuit. Il va aller ce qui correspondrait à l'Irak, dans lequel il va rencontrer le judaïsme, où il va se convertir, Mitra, il va se convertir, le culte de Mitra, le zoroastrisme. Tout ça, il va tout intégrer, toutes les philosophies de l'époque, y compris les religions égyptiennes. Et il va revenir à Samos, où il y avait un tyran. Et j'essaie de vous la faire vite fait. Et il va créer à Crotone, en Italie, une école. Dans cette école, il va découvrir la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça vient de lui. Parce qu'il prend une corde et il fait correspondre ça aux planètes. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do correspond parce qu'il était aussi astronome. Ensuite, la corde, il la coupe et c'est en claquant la corde, la vibration donne la note. Donc toute la gamme, ça vient de lui. Donc il a trouvé la gamme. Il va développer à fond tout ce qui est réincarnation et vie antérieure. Parce que ça, pour lui, c'était très important. Oui. Il pensait qu'il avait 7 vies antérieures qu'il a racontées et qu'il a expliquées. Ensuite, c'est le premier qui a ouvert les écoles aux femmes, aux esclaves et aux étrangers, l'école pythagoricienne. Il a développé le sport. Le végétarisme, il était végétarien. Le nombre de choses qu'il a fait. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est le théorème de Pythagore. C'est pas lui. Non, A au carré plus B au carré égale C au carré. A2 plus B2 égale C2, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est un scoop, là. Ouais, non, mais je vous explique le truc. Il a appris précisément dans l'école égyptienne, où il y avait déjà les Égyptiens qui utilisaient A2 plus B2 égale C2. Donc, la somme des 2 côtés est égale au carré de l'hypoténuse, donc de la ligne dans les triangles et rectangles. Et
Non, oui, il a pas du tout découvert ça, mais il n'a jamais prétendu, il n'a jamais dit « je suis l'inventeur de ça ». C'est juste, il a utilisé, en tant que mathématicien, c'est lui qui a utilisé ce théorème-là, mais qui n'est pas de lui. Bon, ben voilà un scoop. Merci pour le scoop, Bernard Werber. Alors, on termine cette séquence par une question, cette séquence lumière. À qui aimeriez-vous envoyer une étincelle de lumière? C'est quelqu'un auquel il manque, c'est éclairer quelqu'un qui est sombre ou transmettre de l'amour. Vous l'entendez comme vous voulez, une étincelle de lumière. Qu'est-ce que ça peut être dans l'esprit verbérien? Je vais vous répondre une réponse qui va valoir démago, mais ça m'a l'air la seule correcte. Je crois qu'il y a toute la conscience planétaire et humaine qui actuellement est en train de s'assombrir. Il faudrait attaquer l'égrégore, c'est-à-dire le nuage fait par tous les esprits, et dire attendez, on va remettre de la lumière là-dedans, parce que là, c'est en train de s'obscurcir. L'obscurantisme est en train de gagner sur la lumière. Donc il faut tous les gens, j'allais dire, de bonne volonté, ou tous les gens qui comprennent qu'il y a un problème Maus qui est en train d'arriver, l'obscurcissement de la lumière, il faut redonner de la lumière. Mais oui, le donner à une personne, là, ça ne suffit pas. Il faut vraiment nourrir l'égrégore planétaire. Donc vous pourriez être à la tête de cette association, de ce mouvement? Initiateur, je préfère, à la tête de... J'aime pas toute notion de pouvoir. Ça doit être lié à mes vies antérieures. J'aime pas travailler pour les autres et j'aime pas que les autres travaillent pour moi. J'aime pas dominer et j'aime pas être dominé. Ce qui me complique la vie, ce qui à l'école notamment, c'est la domination du prof me gêne, la domination de mon patron me gêne, la domination de gens qui m'expliquent ce que je dois faire me gêne. J'aime bien que tout le monde soit libre et initier un mouvement, oui, c'est dire ok, peut-être cette phrase va être reprise, il y a l'égrégore mondial, c'est-à-dire la masse de toutes les pensées des humains qui est en train de s'assombrir. Il faut qu'on envoie de la lumière dans cette direction pour la rééclairer, oui. En tous les cas, c'est un beau projet. On parlait tout à l'heure de Laurent Gounel. Laurent Gounel, selon moi, fait partie de ces personnes qui participent à ça. Mais j'ai plein d'amis extraordinaires aussi qui sont exempts de volonté de pouvoir, qui sont juste dans l'idée de transmettre de la lumière. Mathias Malzieu, Guillaume Aldebert, Amélie Nothomb. Tout ça, c'est des gens qui me sont exempts de suspicion de vouloir faire ça que pour leur gueule et pour leur gloire et tout. Ils ont passé ce cap. Alors, il faut que vous initiez ce mouvement. Maintenant, c'est parce que vous m'avez posé cette question que peut-être ce mouvement pourrait exister. Alors, interview noir sur blanc. On parle de lumière. La part d'ombre qui est en vous. Si votre ombre pouvait parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Moi? Non, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Alors, ma part d'ombre, il y en a... Non. Alors, si l'ombre Bernard Werber était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? C'est-à-dire un double... Oui, c'est ça. Oui. Votre ombre. Alors, j'ai beaucoup de mal par rapport à votre question, parce que j'ai fait tellement de travail pour rester dans la lumière que j'ai du mal à visualiser ma part d'ombre. Je vois mes défauts, c'est pour ça, là, je pourrais vous répondre, parce que j'en ai beaucoup, mais pour moi, c'est pas de l'ombre, c'est-à-dire il n'y a pas de... Mais vous pouvez imaginer quelqu'un d'autre dans l'ombre. Parfois, certains disent, ça peut être mon père, un père décédé, un grand-père, un ami, côté un peu... oui. Ce que vous appelez l'ombre, je voulais dire, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oui. Il faut que vous reformuliez Non, votre ombre, l'ombre de Bernard Werber, qui ça pourrait être? Je ne comprends pas votre question, parce qu'il y a tellement pas d'ombre. Si elle avait un visage, elle aurait quel visage? Je ne peux pas répondre à ça. On passe. Alors, vous avez toujours l'air, en fait, vous êtes toujours, quand on vous rencontre, très passionné, exalté. Et on peut se demander que cache cette fougue, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière, cette fougue? Qu'est-ce que vous cherchez à masquer? Deux choses. Oui. La peur de mourir, mais surtout la peur de mourir sans avoir fait ce que j'ai à faire. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de possibilités, notamment quand j'écris, c'est que de la joie, c'est ultra facile. Quand je lance un projet, je m'aperçois que
que j'y prends du plaisir et que ça avance. Oui. Et mon hantise, c'est 90 secondes avant de mourir, je me dis, zut, j'en ai pas fait assez. Oui. Ça, c'est ça qui me pousse à en faire toujours plus. Oui. Mais Bernard, quand vous dites la peur de mourir, est-ce qu'elle vient aussi parce que vous avez déclaré récemment que vous souffriez de spondylarthrite ankylosante. Non, j'enlève un petit mot, souffrir. Je souffre pas. J'ai une spondylarthrite ankylosante. Voilà. Mais en Il y a revanche, une nuance. c'est une, d'accord, c'est une maladie quand même C'est terrible. génétique, parce que j'avais un ami qui avait ça et ouais. qui en a souffert, ouais. Voilà. Et ça soude, c'est une maladie qui soude les os entre eux. Toutes les articulations. Voilà. Est-ce que la peur de mourir vient aussi de cette maladie? Alors non, ma peur de mourir vient du fait d'un autre problème de santé qu'on a découvert plus tard. Mais non, la spondylarthrite a fait qu'à partir, donc c'est à 9 ans à peu près, c'est pour ça que je disais vers 10 ans ça allait pas trop. À 9 ans, on a détecté dans mon sang un truc qui s'appelle le HLA-B27 positif. C'est une adresse dans le code génétique. Et le monsieur qui a découvert ça est un Toulousain d'ailleurs qui s'appelle Jean Dossé, qui a eu le prix Nobel pour cette découverte. C'est la première fois qu'on arrivait à trouver dans l'adresse de l'ADN, en gros, vous n'avez pas de chance, vous avez tiré la mauvaise carte, maintenant vous êtes foutu. Et c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Et on m'a dit, votre maladie va vous souder entièrement le corps, le temps va jouer contre vous, et au final, on ne vous posera qu'une question, couché ou assis. Puisque donc, vu que je vais être soudé, est-ce que je préfère être soudé en position assise pour pouvoir travailler, mais ça va être gênant pour dormir, ou couché, ce sera facile pour dormir, ça sera gênant pour travailler. Et je me rappelle, j'avais répondu assis, et ils m'ont dit, il existe maintenant des systèmes où on suspend au plafond avec un drap, et on dort en vertical, comme les chauves-souris, pour les gens qui ont cette maladie. Et donc, à partir de là, je me suis dit, plus le temps avance, le temps joue contre moi. Plus je vais être handicapé et je vais finir par être dans une chaise roulante. Et en plus de ça, déjà, j'avais suffisamment de crises. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai comme des rhumatismes très, très forts pour aller à l'école avec une canne. Donc, à l'école, j'étais le binoclard à lunettes qui arrive avec la canne, ce qui ne participait pas facilement à mon intégration. Et quand la maladie a surgi à 10 ans, tout à coup, vous étiez oui. à 9 ans dans l'incapacité, par exemple, de vous lever de votre lit voilà. C'est-à-dire, je me lève le matin, je veux me relever pour me tenir debout, et j'y arrive pas. Donc, j'appelais mes parents qui me voyaient ramper. Et ils me disaient, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, j'y arrive pas. Et ils m'aidaient, ils me remettaient debout. Une fois que je suis debout, j'arrive. Mais c'était le passage de la position couchée à la position verticale qui posait problème. Et après, j'avais très, très mal au dos. Mais c'était des crises, c'était lié en partie aussi, comme les rhumatismes, à la météo. C'est-à-dire qu'un peu avant la pluie, je commençais à avoir mal. Et puis, c'était lié au stress. Et déjà, vu que j'étais un peu ultra sensible, j'avais beaucoup de stress, il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de crises, et j'arrivais comme ça. Donc, ça démarrait mal. Le film a mal démarré. Mais ce qui est bien, c'est quand vous avez une enfance pourrie, plus vous éloignez de l'enfance, plus ça devient sympa. Mais est-ce que cette maladie a fait naître en vous une peur particulière, celle de devenir dépendant? Non, c'est pas cette peur-là. C'est peur d'être immobile. Donc, j'ai fait une sorte de culte du mouvement, être toujours en mouvement dans ma vie et dans mon corps. C'est pour ça que je fais du tai chi le matin, c'est pour ça que je fais tout le temps des projets. Quand vous êtes sur scène, déjà, voilà, vous marchez, vous allez vers le public. J'ai la hantise d'être coincé ou d'être immobilisé, et surtout, j'ai la hantise que cette maladie redémarre parce qu'elle s'est arrêtée quand même. Ah oui. Elle s'est arrêtée très précisément au jour où j'ai eu mon premier livre des fourmis. C'est-à-dire le moment où j'ai eu le livre Les fourmis dans la main, à partir de là, j'ai pratiquement plus jamais eu de crise. J'ai fait une conférence sur un TEDx où j'ai dit mon père m'a donné deux choses, la spondylarthrite ankylosante et le goût des bonnes histoires. Et maintenant, grâce au goût des bonnes histoires, je suis devenu écrivain et je n'ai plus de crise de spondylarthrite ankylosante. Donc il y avait le poison et le médicament. Et des fois, quand je fais des dédicaces, il y a des gens qui savent que j'ai la spondylarthrite ankylosante qui viennent vers moi pour me dire, moi j'ai une spondylarthrite, comment vous faites pour avoir l'air en bon état comme ça? Je leur dis, il va falloir que vous fassiez une discipline qui n'est pas simple, il va falloir que vous débrouillez pour être heureux. Et je dis, je sais déjà au moment où je vous dis ça, ça vous semble évident, ça ne l'est pas du tout. Ça veut dire souvent repérer tout ce qui vous rend malheureux
et le couper. Ça peut être votre boulot, ça peut être votre famille, ça peut être votre lieu de vie. Ce qui veut dire prendre des risques, et on en revient à cette notion. Si vous quittez votre boulot, vous risquez de vous retrouver au chômage. Si vous quittez votre famille, vous risquez de vous retrouver célibataire et seul. Si vous quittez l'endroit où vous êtes, vous risquez de vous retrouver dans un endroit où vous n'avez aucun repère. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut décider d'être heureux. Oui, mais ce n'est pas facile et ça demande du travail. En général, il y a un prix. C'est-à-dire, mais le prix est annoncé. Oui. Moi, j'ai commencé à ne plus être malheureux quand j'ai quitté mon travail de journaliste. Quand j'ai arrêté d'être journaliste au Nouvel Observateur, tout d'un coup, c'est comme si je sortais c'est ma sortie d'Égypte. C'est-à-dire, je suis sorti de l'endroit où ça allait pas. Et d'ailleurs, je suis allé à VSD, où je crois que vous avez été aussi, qui était beaucoup mieux comme journal. Les énergies étaient meilleures, mais par contre, j'avais un statut beaucoup moins sécure. Est-ce qu'il vous arrive, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'il vous est arrivé de vous prendre en flagrant délit de mensonge à votre égard? Est-ce que parfois vous trichez avec vous-même? Je cherche. Hein. Oui. Est-ce que vous vous dites parfois, tiens, là, j'ai pas été très honnête? Non, c'est pas que je suis malhonnête, c'est que je suis bête. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je prends des décisions trop vite et je réfléchis pas assez. Non, malhonnête, jamais. Mais bête, souvent, oui. Bête souvent, oui. Mais même, je joue aux échecs pratiquement 4-5 fois par jour sur vous savez, la petite application. Mais je vois, le coup est bête. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire ça. Ouais. Voilà. Et je me dis, qu'est-ce que je suis con. Ouais. Mais quand vous réfléchissez à vous, est-ce qu'il y a une question qui vous concerne, hein, à laquelle vous ne trouvez toujours pas de réponse? Une question? Oui. Pourquoi tu... non. Non, il y a... Non, non, c'est pas comme ça que se pose le problème. Il y a ma peur de perdre la mémoire, ma peur de perdre la pensée, parce que j'ai une maman qui a eu une forme d'Alzheimer et toutes mes grands-mères aussi ont ça. Donc j'ai peur de perdre ma tête. J'ai l'impression que je suis à ma place et que je fais ce que j'ai à faire et que je le fais plutôt de manière où l'extérieur me dit continue, voilà, où l'univers me dit continue. Donc, non, la question ne se pose pas comme ça. Et est-ce que parfois vous vous trouvez un peu rigide? Non. Je suis souple, un peu trop souple. C'est-à-dire que par moments, ça manque de rigidité. Je veux dire notamment sur tout ce qui est diplomatie et tout ce qui est... c'est-à-dire que je m'adapte à tout. Et il y a des moments, il faudrait que je tout d'un coup, tienne la position et que je m'impose. Je n'ai pas d'autorité chez moi. Par exemple, il y a un truc qui peut être intéressant. Je sais que vous avez une autre question, mais je ne me mets pas en colère. Jamais? Non, mais par contre, je m'en vais. C'est-à-dire quand quelqu'un me déçoit, je ne vais pas lui expliquer qu'il est nul, qu'il doit changer ou qu'elle doit changer. Je m'en vais. Vous partez. Et c'est Et vous ne revenez pas? En général, je pars... Par exemple, si un ami me déçoit, je vais me recentrer mon énergie sur d'autres amis. Et je vais plutôt privilégier les gens sympas. Il y a tellement de gens formidables autour de moi. Pourquoi je perdrais mon temps avec des gens qui me déçoivent? Vous savez pardonner? Je sais mieux que ça, je sais oublier. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'a fait une saloperie, je considère que cette personne n'existe plus dans ma vie et j'oublie complètement tout ce qui s'est passé, je passe à autre chose. Ce qui aussi peut poser des problèmes, parce que des fois, j'oublie tellement. Il m'est arrivé de serrer la main à des gens qui m'avaient fait des sales coups et qui ne comprenaient pas pourquoi je leur serrais la main. C'est juste que j'avais complètement oublié qu'ils m'avaient fait un sale coup. Comme quoi, la mémoire, parfois, non, mais arrange les cela choses. dit, c'est pas si facile à vivre, parce que il y a des moments où il faut se mettre en colère, il faut expliquer aux gens qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et toutes ces choses-là, c'est la fainéantise de ma... Puis j'en veux pas aux gens, parce qu'en vouloir aux gens, ça réclame de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut penser, je lui veux du mal et tout. Moi, je veux du mal à personne. Si les gens ont fait une connerie, c'est leur problème. Je considère quelque part, il y a un moment, ils vont comprendre que c'est une connerie. Je leur souhaite le plus tôt possible pour qu'ils soient heureux. Et dans cette part d'ombre que nous explorons... Que j'ai toujours pas reconnu, hein. J'appelle pas ça une part d'ombre. Quelle place occupe la paternité? Alors, je sais pas, en débrief, il faudrait me remontrer le film de ma vie. Je pense que j'aurais pu en faire plus, mais précisément parce que je suis très investi dans mon travail. Il y a des moments où, notamment les matinées, tous mes matinées, c'est l'écriture, donc c'est des moments où je suis pas dispo. J'ai essayé de faire le mieux que je peux. Maintenant, je sais pas, il faudrait débriefer au final. Il faudrait qu'il y ait un audit. Bon, en tant que père, là, tu as été bon, là, tu as été moins bon. Mais vous diriez que vous êtes un bon père? C'est pas à moi de le dire. Et vos enfants le disent? Vous êtes un bon père? Ils l'ont dit. Non, ils n'ont jamais dit que j'étais un mauvais père. Mais vous savez, juste avant de mourir, mon père, il m'a dit
est-ce que j'ai été un bon père? Ah, Et j'ai dit oui. J'ai dit, tu as été un peu dur au début. Et il m'a dit, mais mon propre père était encore plus dur. J'ai dit, dans ce cas, je comprends. Mais c'est vrai que c'est génération. C'est-à-dire que nos parents ont été plus durs avec nous que nous sommes avec les enfants, et leurs propres parents étaient encore plus durs. J'ai dit, dans ce cas, je comprends. Et j'ai dit, tu m'as fait le plus beau cadeau, c'est que tu m'as foutu la paix, et tu m'as laissé faire ce que je voulais faire. Et je ferai ce même cadeau à mes propres enfants, je leur foutrai la paix. Je foutrais la paix, c'est-à-dire je leur dis pas tu dois être avocat ou tu dois être médecin. Je vais leur dire tu dois être heureux. Maintenant, il me semble que tu peux être heureux en étant plutôt artiste, si tu as une vocation d'artiste, ou en voyageant pour voir d'autres systèmes. et le fait que votre fils Jonathan soit écrivain, est-ce que ça vous rapproche, ça vous sépare? Ben, là, je veux dire, ce matin, il m'a envoyé un avis. Il a commencé à lire mon nouveau manuscrit. Il m'a dit c'est nul, tout ton début ne marche pas et tu as oublié la règle de la base de la balle tennis jaune et tout. Voilà. Mais c'est un rapport. Il le fait chaque fois. Hein. Oui. Et du coup, j'ai changé tout mon début par rapport à ce qu'il vient de lire. Donc, quelque part, il devient un peu mon éditeur. Donc voilà, on a un rapport un peu inversé. Il se venge un peu de la dominance. Et moi, je lui donne des conseils sur ses livres. Oui. Et en général, je lui dis aussi sur la même chose, il faut que tu réduises ton début. Et puis, il y a toute une zone dans laquelle tu peux sauter parce que c'est un peu trop long. Oui. Vous n'avez pas un rapport à la Henri Kefelec et Yann Kefelec, hein? Non, je ne sais pas comment c'est chez eux. Ah bah, il en a fait un livre, il a eu le concours. Ah oui, Yann Kefelec, Norse Barbare. Ah ouais, il n'aime pas ses parents. Enfin, son père, qui était écrivain, non. avec moins de talent que Yann Kefelec. Ah ouais, je n'ai pas lu. Non, vous n'êtes pas dans cette... Non, mais on est amis. Je veux dire, on fonctionne comme deux potes écrivains. Et accessoirement, il considère quand même que le seul fait que j'ai sorti plus de livres depuis plus longtemps, je connais certaines ficelles du métier qu'il n'a pas encore. Mais il a envie tout le temps de me montrer qu'il est super bon et il fait des très bons livres. Il a fait un livre, notamment son premier livre, Là où les esprits ne dorment jamais, qui est sur les sœurs Fox, qui sont celles qui ont inventé la médiumnité en 1850 aux États-Unis. C'est extraordinaire. Donc vous êtes très fier, un papa fier. Je suis content qu'il se réalise dans quelque chose qui lui plaît, parce qu'il a fait des super études. Il pourrait être comme tous ses collègues d'école, il pourrait être dans la finance ou ingénieur ou quelque chose comme ça. Et lui, il s'est dit, quand même, le métier de papa a l'air sympa, et ça a l'air risqué, c'est pas confort, et il y a une part de chance qui est pas simple, mais il a pris ce choix et je crois que c'est le bon choix. Donc vous êtes un papa fier? Oui. Alors, j'ai l'art de ne pas répondre directement à vos questions. Il faut que je fasse un effort. Dites-moi, est-ce que vous avez déclaré qu'il fallait maîtriser la croissance démographique en s'inspirant des fourmis ou des abeilles qui s'autorégulent? Est-ce que toutes les espèces. Ces propos, vous les confirmez encore, là? C'est du bon sens. Maintenant, ce n'est pas politiquement correct parce que personne n'ose se poser le problème comme ça. Mais dans la forêt... quand il y a une diversité d'arbres, une diversité de formes de vie, il y a des champignons, il y a des insectes, toutes ces vies s'équilibrent. Quand il y en a une qui prend le dessus sur les autres, en fait, au bout d'un moment, il détruit toute la forêt et au final, il se détruit lui-même. Donc maintenant, ce discours est même pas, il n'y a pas d'écologiste qui arrive à le dire, il n'est pas du tout en phase avec l'époque. Mais il y a un moment où ça va être une évidence. On ne peut pas être 12 milliards à tous consommer des trucs de plastique avec des emballages extraordinaires et à faire vroom vroom avec les voitures et à pomper tout le pétrole et qu'on ne paye pas à un moment. Il y a un moment, l'air, l'eau, la nature va être détruite et les gens qui vivront dans ce monde-là vont vivre dans un monde pollué et beaucoup plus dur. Et moi, je considère que l'idéal, ça serait qu'on devienne raisonnable et qu'on se dise, OK, on va viser non plus à une croissance démographique, une croissance économique, une croissance de pouvoir, mais à être dans une notion d'harmonie, d'équilibre. Le terme, c'est homéostasie, l'équilibre entre l'espèce humaine et les autres formes de vie de la Terre. Mais vous vous définissez comme malthusien? Non.
toutes les étiquettes me plaisent pas. Je rentre pas dans des groupes. Je sais qu'il y a ce discours-là, mais vu qu'il y a des excès qui ont été faits au nom de cette notion, évidemment, je rentre dans aucune étiquette. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, quand il dit il veut une politique de réarmement démographique? Ça va à l'encontre de ce que vous prenez, de vos Non, idées. parce que la problématique ne se pose pas comme ça, parce que la France est un petit pays. J'étais en Chine, ils sont officiellement 1,3 milliard, et je pense que vu qu'ils ne comptent pas les campagnes, ils sont plutôt 2 milliards. J'étais en Inde, pareil. Parce qu'ils ne comptent pas les campagnes, parce qu'il n'y a pas de campagne de recensement là-bas. Donc on est déjà beaucoup plus nombreux. Ce qui se passe en France, c'est ridicule, c'est tout petit. Oui, non, mais là on parle aussi de l'Europe. En Europe, on fait de moins en moins d'enfants, on fait moins d'enfants. Bon, alors, si vous voulez me lancer là-dessus, ça va être un peu long, mais l'idéal, ça serait que toute l'humanité, pas un petit groupe arrête de faire des enfants pendant que les autres continuent. Toute l'humanité décide de manière harmonieuse. Oui, à l'unisson. Non plus avec des notions de pays. On s'en fout des pays, les frontières, c'est pas... On est une espèce animale. Donc on décide, l'espèce animale décide de s'autoréguler pour ne plus avoir à détruire son milieu et donc sa planète. Mais c'est du bon sens, mais actuellement, ce discours n'existe pas. C'est tabou. C'est tabou aujourd'hui. C'est ultra tabou. Vous êtes il y a peu de gens qui s'expriment aussi franchement sur ce thème. C'est la fonction de l'auteur de science-fiction, c'est de prendre du recul et de parler non plus en ayant le nez dans le guidon, en regardant ce qu'il y a juste devant, mais comme si on s'éloignait et qu'on regardait tout de haut, de loin, dans l'espace et dans le temps. Donc, moi, j'ai vu mes auteurs préférés, qui sont Isaac Asimov, Frank Herbert, Philippe K. Dick, qui, quelque part, arrivaient à cette même conclusion, qu'à un moment, soit on devient raisonnable, soit on va le payer très cher. Maintenant, quand on dit aux gens « soyez raisonnables », personne n'a envie d'être raisonnable. Et on dit « oh là, celui qui nous dit d'être raisonnable, ça ne nous semble pas politiquement correct ». De toute façon, c'est pas moi, c'est l'espèce, notre espèce. Je reviens à cette notion d'égrégore. Il y a une pensée globale de l'espèce qui est si on ne veut pas laisser un monde pourri à nos enfants, il va falloir s'autoréguler. Mais quels sont les modes d'autorégulation? Je vais prendre un petit moment. D'autorégulation naturelle. Ça a été la peste avant, c'est-à-dire que l'humanité grandissait. Des maladies, oui. Non, mais la peste, ça faisait des ravages quand même. Il y a eu, en Europe, il y a eu un tiers de l'Europe qui est morte de la peste. Donc c'était comme ça que faisait l'autorégulation. Le choléra. Voilà. Toutes les formes. Le mot peste, en fait, comprenait la peste bubonique, mais ça comprenait tous les trucs. Alors. Et l'autre élément, c'est la guerre. Donc c'est-à-dire que nos ancêtres ont fonctionné avec une autorégulation par la violence, c'est-à-dire on s'entretue entre nous, et après la transmission de maladies, qui pour la plupart venaient d'Orient d'ailleurs. Toutes nos pestes, la grippe espagnole, venaient de Chine. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on arrive à vivre sans avoir besoin des systèmes d'autorégulation naturelle que nous proposent nos ancêtres, à savoir la peste et la guerre. Et pour ça, il faut juste dire, écoutez, on va arrêter de tout détruire, on va arrêter de tout vouloir contrôler, et puis maintenant, on essaie de fonctionner en complicité avec la nature et en respect de la nature. Ça comprend aussi les arbres, ça comprend les fourmis, ça comprend les abeilles, ça comprend l'océan en tant qu'entité, entité remplie de vie, et qu'il ne faut pas... Notre terre, une forêt, j'ai découvert ça notamment en écrivant La Voix de l'arbre, les arbres rendent la terre riche, et quand on fait des champs de blé et qu'on met dedans plein de pesticides, des engrais, on la tue. On la tue et après il n'y a plus de vers, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de champignons. Oui, la biodiversité est détruite. Au niveau planétaire, on dirait que ce message ne passe pas, mais il ne passe nulle part. Et même les écologistes me semblent extrêmement en retrait sur ce discours. Le premier discours, ça devrait dire arrêtons d'être aussi nombreux à consommer, à vouloir des voitures, de la télé, du machin. Si on veut que tout le monde soit bien, il faut peut-être réduire le nombre. Voilà.
Maintenant, je sais que ce discours n'est pas du tout d'époque et pourrait être entendu. Je le dis quand votre émission sera entendue dans 500 ans. Dans Et ils 500 diront, ans. Et, ah, mais à l'époque, il avait vu venir le truc. mais attendez, juste, si l'Europe, imaginons, si l'Europe fait moins d'enfants, si l'Europe fait moins d'enfants, la nature a horreur du vide, donc elle sera la proie de vagues migratoires. C'est pour ça que je dis, c'est toute l'espèce qui doit simultanément réduire, et surtout pas une région ni un pays. Il faut arrêter avec les régions, les pays, les frontières qui s'arrêtent à la montagne, à la rivière, et qui ont fait des guerres et tout ça. Tout ça, ça me semble des notions de, comment dire, des traditions anciennes qui ont fait beaucoup de dégâts. Pensons espèce. Pensons, allez, on est tous frères, mais on a envie tous d'avoir droit à de la nourriture, d'être éduqués, d'être aimés. À partir de là, il faut faire les enfants qu'on est capable de nourrir, éduquer et d'aimer. Pas des enfants auxquels on ne va pas offrir de nourriture, d'éducation et d'amour. Vous avez peut-être déclenché une prise de conscience ? Ça ne se fera pas tout de suite. Ce que je viens de dire ne peut pas être du tout entendu à l'époque, à notre époque. Et je le fais. Mais vous le regrettez. Quoi ? Et vous le regrettez, que votre discours ne soit pas entendu. En même temps, le poste marrant, c'est de dire les choses avant qu'elles soient à la mode. Ce qui est marrant, c'est de lancer des idées et que ces idées puissent vivre. Mais dès le moment où vous lancez une idée, automatiquement, il y a autour de vous tous ceux qui défendent les anciennes idées, qui disent « Ah non, 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 on a dit non, 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 il faut plein d'enfants, il faut la croissance démographique, pour la croissance économique, comme ça tout le monde consomme plus et tout le monde est plus heureux. » Donc ce truc-là, c'est tellement ancien que, évidemment, ceux qui proposent d'arrêter et de le remettre en question, ils passent pour des gens qui bloquent tout, quoi. Oui. Donc voilà, je parle donc surtout pas pour notre génération qui ne peut pas entendre ce message, je parle pour la future génération. Si elle arrive à respirer de l'air et s'il n'est pas trop tard. Bernard Werber, regardez ce domino et dites-moi quels sont les chiffres qui vous attirent le plus. Voilà, le chiffre 1, donc chiffre impair par rapport au pair. Vous, c'est les impairs qui vous attirent? Pas qui m'attirent, mais je considère que les systèmes impairs sont dynamiques, plus dynamiques que les chiffres pairs. D'accord. Alors, le chiffre 1 désigne l'unique. À quelle période de votre vie vous êtes-vous senti vraiment unique? Le jour où les fourmis sont sorties en livre, j'ai eu comme un bébé, j'ai eu ce livre dans les mains et je me suis dit 12 ans que j'attends ça. 12 ans que j'ai la gestation de ce bouquin et là j'ai dans les mains. Et là j'ai eu un sentiment de... J'ai pondu l'œuf que je couvais depuis si longtemps. Et là, je me suis dit, ça existe, maintenant, je peux mourir, c'est fini. Et j'ai eu un sentiment de vite, il faut que je me suicide. Et cet instant précis est un instant de climax, c'est-à-dire de montée maximale et de gigantesque sens du vide. Et donc, ma compagne de l'époque, je lui ai dit, écoute, vu que j'ai fait 3 ans de kimono, j'avais mon cours comment se suicider de manière pratique. Et j'ai commencé à regarder, je me suis dit, c'est quand même compliqué, et puis ça me marche pas à tous les coups. Puis j'ai dit à Catherine, je lui ai dit, écoute, ce soir, invite des amis, et puis tu vas inviter tous les soirs des amis, je veux pas rester seule. Et il faut tout le temps me parler, me dire des trucs pour que j'y pense pas. Ça, c'est la part de féminité qui est remontée en vous, telle que vous, parce que ça me fait penser aussi à ces femmes qui ont du mal pour avoir des enfants, qui ont des difficultés et qui, au bout de... Oui, c'était un baby blues, tout à fait. C'était au moment où c'est sorti, je me suis dit, je me sens vidée, ça m'appartient plus, et c'est comme si j'avais perdu quelque chose. Et en même temps, le sentiment le sentiment de maintenant tout est accompli, et si je pars maintenant, je pars sur une super victoire. Le livre existe. Mais je n'avais même pas imaginé que ça puisse être un best-seller. C'est juste le livre existe, soit publié, c'était suffisant. Donc c'était un grand moment de solitude. Vous vous êtes senti seul. Moi, je me sens toujours seul. Ah bon? Oui. Même là, dans cette interview. Seul? Oui. Bon, d'abord, je crois qu'on est toujours seul. Je crois que c'est très difficile de communiquer avec les autres. Puis maintenant, c'est pas grave. Il mieux vaut être seul et être complet que croire qu'on va se compléter avec des gens. Donc on voit plein de gens dans lesquels on se fond et on se dilue dans les autres. Non mais oui, le sentiment de solitude est quelque chose de très fort. Et quand on se sent seul, ça veut dire qu'on est enfermé avec soi-même? Non.
On peut On être... peut enfermer, on est bien avec soi-même. Mais quand j'écris, de toute façon, le métier d'écrivain, une des sélections qui se fait dans ce métier, c'est les gens qui sont capables de rester 4 heures devant leur manuscrit tout seul, sans avoir envie de parler avec quelqu'un. Vous avez écrit un livre aussi, vous en avez écrit 3. plusieurs, 3. Voilà, donc vous avez vu, c'est un sentiment de... On est connecté à soi, je pensais à un œuf. Voilà, on est dans l'œuf. Le chiffre 3 évoque l'équilibre instable. Quelle période de votre vie a été la plus instable? Alors, la première, c'est la mort de mon grand-père. Pourquoi? Vous Parce étiez très que proche de lui? j'ai senti qu'il y avait un truc très fort entre lui et moi. Et il voulait mourir parce qu'il souffrait. Et on l'a fait vivre malgré lui. On a fait de l'acharnement thérapeutique sur lui. Et j'ai très mal vécu ça. Je me suis dit, je trouve que la première liberté, c'est quand on en a marre de jouer, on peut sortir du jeu. Et lui, on ne l'a pas laissé. Et j'étais très choqué de voir ça. Et c'est-à-dire, on le maintenait contre sa volonté. Et du coup, je me suis dit, j'ai commencé à me questionner sur la mort. Donc, j'avais 13 ans. Et c'est là où j'ai commencé à préparer l'écriture d'État Atonote, qui est qu'y a-t-il après la mort et qu'est-ce que c'est que la mort vraiment, et comment on parle le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, et comment mettre tout ça en scène pour que les gens comprennent que la mort, finalement, c'est le dernier territoire inconnu. Et oui, c'est un moment dur. Et donc, mon grand-père meurt, c'est ce questionnement par rapport à la mort, et énorme crise de spondylarthrite ankylosante. Là, j'étais tout bloqué. Et donc, mauvaise note à l'école. En plus, à l'école, les autres ricanent de me voir tout bloqué. Et donc, je suis entré dans un processus de ça va pas, et en plus, ça va pas, et en plus, ça va de moins en moins bien. Mais ce que je savais pas, c'est que c'est de cette douleur qui est né en gestation le projet État Atonote, qui est un de mes romans préférés, mais qui est la revanche par rapport à cet instant de la mort de mon grand-père Isidore. Et si son esprit est là qui m'entend, coucou papy. Vous le sentez parfois à vos côtés? J'ai écrit Depuis l'au-delà l'hypothèse que les esprits ont le choix entre rester ou partir, et qu'il y en a qui sont restés. Et j'ai rencontré des médiums qui m'ont dit que mon grand-père et mon père et ma mère étaient là, et qui m'ont dit qu'ils discutaient avec eux. J'ai joué le jeu. Et donc peut-être, mais c'est toujours pareil, c'est une chance sur 2. Donc là, on a un chiffre pair. Il y a une chance sur 2 qu'il y ait Dieu et qui existe, une chance sur 2 que la réincarnation existe, une chance sur 2 que les esprits sont encore là. Et dire que ça y est, c'est une certitude, donc elle est basée sur rien. Et dire que ça y est pas, c'est une certitude qui est basée sur rien non plus. Donc d'où la position agnostique me semble vraiment la seule position honnête. Être prêt aux deux hypothèses. Mais imaginez que Isidore est proche de vous, Ici, vous donne de la force, vous rend heureux. Peu importe, est-ce que ça j'aime bien existe, cette idée. hein? Mais C'est le pari des signes de Pascal. Vous croyez en Dieu, vous croyez dans l'immortalité de l'âme, la résurrection. Il se passe rien une fois mort, il se passe rien. Vous n'aurez pas perdu votre temps, sinon à faire des prières, mais ça vous aura donné de la force. Mais c'est pour ça que je fais le spectacle où je propose aux gens de vivre cette expérience. Je leur dis, je ne vais pas vous convaincre, vous n'avez même pas besoin de croire, faites le truc et vous verrez. Et je leur dis aussi une chose, le seul élément qui va vous porter à le croire, c'est les détails. Et moi, ce qui m'a troublé la première fois où j'ai fait l'expérience en Atlantide, c'est la masse de détails. C'est pas un rêve. Dans un rêve, tout est un peu flou. Ouais. Là, j'avais vraiment des détails. Et certaines personnes, notamment j'avais fait ça avec Valérie Perrin, elle a retrouvé le nom de la personne qu'elle était, et on s'est aperçu que cette personne existait réellement. Elle a décrit la personne, comment elle était habillée et tout, et on s'est aperçu qu'elle s'habillait vraiment comme ça, qu'elle vivait au même endroit, et elle n'en avait jamais entendu parler. Ça a dû m'arriver, ça, où des gens, dans le spectacle, ont retrouvé le nom de la personne, et on a pu voir que cette personne existait vraiment, et que ça correspondait à ça. Hein. Sur 50 000 personnes que j'ai fait le spectacle, 5 fois. Donc, c'est-à-dire... Parce qu'il faut tomber sur quelqu'un qui est référencé sur Internet. Oui. La plupart des gens du Moyen-Âge, de l'Antiquité, ils ne sont pas référencés. Oui. Donc, pourquoi Valérie Perrin l'a retrouvé? Parce que cette personne a écrit et a raconté sa vie. Et donc, du coup, on a pu voir que ça correspondait. C'est très... C'était la maîtresse de Jean-Jacques Rousseau. Elle s'appelait de Vérens, Hortense de Vérens. Et comme elle a décrit, elle disait qu'elle avait la robe jaune et qu'elle vivait au bord du lac Léman. Et elle a décrit tout. C'était exactement ça. Mais c'était extraordinaire.
Et en plus, elle l'a fait sur scène, en spectacle. C'est-à-dire, elle était dans les spectateurs. Moi, j'arrive avec le micro, les gens qui veulent témoigner, je leur tends. Et là, elle l'a raconté devant tout le monde. Donc, c'était un moment où il n'y a pas d'explication, en tout cas scientifique. Alors, on poursuit. Le chiffre 5 évoque les 5 sens. L'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher et la vue. Alors, question-réponse assez rapide. Une odeur ou un parfum de l'enfance qui vous revient à l'esprit? La colle Cléopâtre. Amande douce. Un goût que vous aimez particulièrement? Quand j'étais enfant, ma mère faisait du gâteau au fromage et au raisin de Corinthe. Voilà. C'était un cheesecake. Un son qui vous ravit? Alors, il y a un concerto pour flûte et orchestre, pour flûte piccolo et orchestre de Vivaldi, les 3 premiers mouvements. Une matière que vous aimez toucher? Ah, le bois vivant. Oui. La couleur qui vous va le mieux au teint? Alors, au teint, je ne sais pas, je pense que c'est le noir, mais sinon la couleur dans laquelle je me sens bien, c'est le mauve. Le mauve, hein, c'est l'accent de Toulouse. Oui, Hein, le mauve de Toulouse. Et un paysage qui vous attire? Ah, j'ai bien aimé le Mont-Saint-Michel. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a un truc sympa, parce qu'il y a la notion de solitude, d'île, c'est-à-dire d'espace fermé avec une montée. Voilà. Chiffre 7, il est associé à la spiritualité, à la quête intérieure. Quelle question intime vous taraude encore? Pourquoi je suis vivant? Et non, quelle est ma mission d'âme? Ah, ça, c'est vraiment le langage des... Attends, il faut préciser. Sachant qu'il me semble avoir trouvé ma mission d'âme, où c'est que j'en suis dans mon évolution d'âme? D'accord, mais juste avant, vous avez dit pourquoi je suis vivant encore, c'est ça? Oui, mais c'est pas... Quelle question intime vous taraude encore? En gros, pourquoi je suis né? C'est pas vivant, c'est pas... Bon, pourquoi je suis vivant, ça, j'ai de la chance, parce que donc, mon problème de cœur ne m'a pas encore tué, et mon problème de mal au dos m'a pas encore tué non plus. Mais pourquoi je suis né, et quelle est ma mission d'âme? Peut-être ma mission d'âme, c'est de faire cette interview, d'avoir transmis des idées, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut-être auront des fruits. Le chiffre 9 est associé à la fin d'un cycle. À quel moment de votre vie un chapitre s'est-il refermé? C'est pas tellement qu'il y en a un qui s'est refermé, c'est un nouveau qui s'est ouvert. Voilà. Un moment s'est refermé, c'est évidemment le jour en 1991, où ça doit être 21 mars 1991, où j'ai eu ce livre, Les fourmis dans les mains, parce que ce qui se refermait, c'était ma vie de journaliste et ma vie, en gros, de pauvre. C'est-à-dire, c'est pas que je bascule un riche, mais au moins, j'ai arrêté de vivre en regardant partout les prix pour faire les économies partout. Et je commençais à me dire, bon, ben maintenant, je vais pouvoir me détendre un peu par rapport aux problèmes financiers. Est-ce que j'arrive à payer mon loyer et toutes ces choses-là. Donc, il y a cette tension qui s'est arrêtée. Et puis c'est comme si tout d'un coup, je passais un cycle. C'est la fin de ma vie d'étudiant et journaliste pour passer à ma vie d'écrivain. Et là... c'est une renaissance. C'est vraiment la chenille qui sent sur mon papillon. Bon, on va sauter du chiffre 9 au chiffre 13. Le chiffre 13 qui est lié à la superstition. Êtes-vous superstitieux ou alors aimez-vous défier le sort? Je suis superstitieux. Si on me dit si tu fais ça, tu risques d'avoir des emmerdes, j'écoute. Dans le doute. C'est-à-dire, je tiens compte de tout, mais en étant raisonnable. C'est-à-dire... voilà. Le chiffre 13 n'est pas un chiffre qui me plaît beaucoup. Il y a des chiffres qui me plaisent et je me débrouille pour que les chiffres qui me plaisent entrent en phase avec mon travail. Et si vous deviez, et le chiffre impair que vous choisiriez pour définir au mieux votre personnalité, ce serait laquelle? 5. 5. Alors, Bernard, nous allons terminer par la séquence hasard ou destin. Car dans un... Je ferme les yeux? Non, car dans un jeu de domino, eh bien, on tire les pièces au hasard et tout s'enchaîne, comme si un peu c'était à la fois l'œuvre combinée du hasard et du destin. Quand un événement bouleverse votre vie, avez-vous tendance à dire c'est la vie ou c'était écrit? C'est
tout le thème de tous mes livres. Je crois que c'est les deux. C'est comme la lumière, c'est en même temps un grain et en même temps une onde. C'est la vie, comment dire, c'est écrit et en même temps j'ai le libre arbitre. Alors, je vais être obligé de développer un peu. Oui. Je considère qu'avant de naître, on choisit sa vie. On choisit ses parents. Alors, le grand avantage, c'est que je suis romancier, donc je ne suis pas obligé de dire des choses dont je suis sûr. D'ailleurs, je suis sûr de rien. Donc, je considère, avant de naître, on choisit ses parents, on choisit ses qualités et ses défauts, on choisit son sexe, et on choisit globalement une ligne, ce qu'on appelle le karma, une ligne de progression probable. Attendez, je peux vous interrompre. Pourquoi vous avez choisi de devenir un homme? Vous avez dit on choisit son sexe. Alors, dans mes vies de femme, je crois que je m'ennuyais beaucoup. C'est là où j'ai le plus peiné. Parce que là, Parce que vous étiez trop passive. C'est pas ça. On saute du coq à l'âne. Non, vous m'interrompez, mais faut que je reprenne après. Vous avez dit on choisit son sexe. Oui, alors je vais vous dire pourquoi j'ai choisi d'être homme plutôt qu'une femme. Dans mes vies de femme, la plupart de mes vies, je m'ennuyais. C'est-à-dire que non, c'est pas la douleur de l'enfantement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui me posait problème. C'est le fait de rester à la maison et de ne pas avoir la possibilité, parce que j'avais pas eu accès à l'éducation, et parce que on voyageait déjà peu, mais souvent mes hommes sortaient, avaient une vie professionnelle, active et tout, et nous on restait à s'occuper de la maison. C'est chiant. Et maintenant, heureusement qu'il y a maintenant les femmes, il y a l'émancipation des femmes, elles ont droit à l'éducation, elles ont droit au travail, mais tout ça y était pas avant. Il n'y avait pas le droit de vote, il n'y avait pas le droit de conduire des voitures, il n'y avait pas le droit d'avoir des comptes en banque. Bah oui. et même pas d'héritage. Bah oui. Donc, par rapport à tout ça, ayant vu mon âme... Oui, vous êtes malin, donc oui. Non. Je me suis posé la question. Donc, je me suis dit, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des tas de trucs, donc homme, ça a l'air un peu plus facile. Et de procréer. Enfin... De procréer, je pense qu'il y a beaucoup de bonheur à sentir la vie dans son corps. Oui. Mais entre les avantages de cet instant et toute une vie à rester à la maison à s'emmerder, voilà. Bon. En même temps, vous êtes écrivain, donc est-ce qu'on invente son destin comme on écrit un roman? Je vais quand même continuer, parce que je n'ai pas tout dit. 1, on choisit ses parents. 2, on choisit son trajectoire de vie. Par rapport à sa trajectoire de vie, on indique des moments, des signes, pour que ça se passe comme on a décidé. Donc, à la limite, je pense que j'ai décidé, avant de naître, d'être écrivain. Maintenant, moi, en tant que simple individu, j'étais beaucoup moins ambitieux que ça. Je voulais juste être avocat au mieux. C'est pour ça que j'ai fait des études de droit d'ailleurs, je me suis planté, j'ai raté 2 fois l'examen. Et je voulais faire comme tout le monde. Et jamais je me suis perçu comme ayant un talent particulier. Et c'est comme si des rencontres d'êtres humains, une cousine qui s'appelle Reine Silbert qui m'a poussé à être écrivain, la rencontre avec Richard Ducousset qui est mon éditeur. Ces rencontres, je pense, elles ont été déjà programmées avant ma naissance. Mon seul mérite a été de me rappeler, mon âme s'est rappelée que ces rendez-vous ont été faits et que ces rendez-vous, si je les ratais, ça n'irait pas dans la bonne direction. Donc je les ai réussis et c'est allé dans une direction où je suis naturellement. Et quand je regarde en arrière, je m'aperçois que tout ça a une logique et tout ça correspond à une trajectoire intelligente. Voilà. Je ne sais pas où je vais aller dans le futur, mais derrière, parce que ça je peux bien le regarder, il y a une cohérence, comme si tout avait participé, et les choses qui auraient pu me bloquer ou m'empêcher d'avancer, j'ai eu la chance qu'elles glissent ou que je les évite. Donc, je dirais, tout est écrit, mais on a le libre arbitre. Est-ce que, pour répondre à hasard au destin, tout est écrit? Non, il y a une trajectoire qui est écrite, mais on a le libre arbitre d'y être ou pas y être. On peut se révolter contre son destin? Je vais rajouter une image, parce que c'est comme si on avait un GPS. On a décidé où on voulait aller, d'accord? Mais avec votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez même rester sur place. Vous pouvez vous avancer et faire demi-tour sans y aller. Imaginons que vous allez dans une mauvaise direction. Le GPS continue à recalculer en permanence la trajectoire pour vous indiquer comment y aller. Voilà, je perçois ça comme ça. Vous voyez, c'est pas juste j'y crois ou j'y crois pas. C'est la notion de karma GPS. On a le karma GPS, c'est en permanence, il y a des éléments qui vous indiquent comment trouver le bon chemin. Mais vous pouvez vous saouler la gueule, vous pouvez vous suicider, vous pouvez vous droguer et vous pouvez même faire le contraire de tout ce qui vous semble s'éclairer sur le chemin. Voilà, fin du truc.
Cocteau a dit « Le hasard, c'est le déguisement préféré du destin ». Qu'est-ce que le professeur Bernard Werber a à répondre? Non, il y a des signes. Le signe, après, il y a un moment où vous décidez d'en tenir compte ou pas. Vous pouvez très bien gagner au loto, ça a été du hasard, et vous pouvez ne pas aller chercher la somme, c'est du libre arbitre. Oui. Voilà. Donc à tous les moments, vous pouvez voir j'allais dire, votre âme sœur et ne pas aller vers cette personne. Il n'y a aucun moment où vous êtes obligé. Ce qui fait tout le choix, et c'est le plus grand cadeau qu'on a, c'est le libre arbitre qui nous permet, si on réussit, si on a du mérite, puisqu'on a fait des efforts, on a fait le bon choix, et si on échoue, c'est notre faute, c'est pas le destin, c'était pas écrit. Et alors, le destin vous a fait rencontrer l'âme sœur? Alors... Ou alors c'est le hasard? Ça, je le saurais juste avant de mourir. J'ai rencontré des gens formidables, des femmes extraordinaires, j'ai eu des couples extraordinaires. Mon couple actuel est extraordinaire. Mais est-ce que c'est l'âme sœur? L'âme sœur, il y a un côté fusionnel qui me gêne un peu. Savoir que si c'est l'âme sœur, ça veut dire qu'on est collé comme ça. Moi, je considère que dans le couple, il faut qu'il y ait tout le temps une distance qui entretient un désir, qui fasse que c'est aussi une aventure, c'est une progression et c'est une éducation. On s'éduque mutuellement à améliorer la relation. Et c'est pas simple. Et c'est intéressant. Mais est-ce qu'on peut se révolter contre le destin? On peut être en colère sur ce qui se passe autour, c'est-à-dire le destin global de l'humanité. Non, mais son destin à soi. Est-ce que, comme Camus il disait, il faut se révolter? Non, on peut se révolter contre le fait qu'on n'a pas saisi une occasion. On peut être en colère. Enfin, moi, je ne suis pas en colère, mais on peut être déçu de ne pas avoir saisi une occasion. Mais se révolter, non. Mais j'aime pas cette notion, le mot de révolte. Révolte, ça veut dire marche arrière. Il y a l'évolution et la révolution. Et évolution, c'est on va de l'avant. Révolution, c'est qu'on revient en arrière. Donc, j'aime bien l'évolution. La révolution ne m'intéresse pas. Et quelle rencontre avez-vous faite et pour laquelle vous vous êtes dit ça ne peut pas être le fruit du hasard? Mon éditeur, Reine Gilbert, donc la dame qui m'a dit « Perds pas ton temps à être journaliste, ton vrai truc c'est être écrivain », et qui a été une sorte de maman bis, qui est un personnage formidable, une sorte de personne qui est arrivée dans ma vie et qui m'a dit « Moi je crois que tu vas aller très loin et je crois que tu es un très grand écrivain ». Et vous savez, rien quand vous entendez cette phrase, j'avais envie de ne pas la décevoir. Et Richard Ducousset, mon éditeur, qui m'a dit... C'est Albin Michel. Ouais, je crois que... Vous le connaissez aussi peut-être? Oui, je le connais. Et il m'a dit, je crois que ton bouquin va avoir une résonance planétaire dans le temps et dans l'espace. Et du coup, j'ai essayé aussi d'adhérer à ça, c'est-à-dire de faire quelque chose qui marque le temps et l'espace. Et votre maman ne vous a jamais dit tu seras un grand écrivain Non, elle m'a dit mon fils est un génie. Elle a décidé que j'étais un génie à partir de l'âge de 3 ans, où je commençais à faire des dessins. Et elle me donnait tout le temps des feuilles de papier pour faire des dessins. Et elle était, quand elle me regardait, c'était quelle chance j'ai d'avoir un enfant aussi génial. Et vu que j'avais pas des très bonnes notes et que j'étais pas très bon, j'avais l'impression tout le temps de la décevoir. Mais j'ai fait beaucoup de choses par rapport à ce regard féminin maternel. On y revient, toujours. Ouais, hein. Mais à la femme, à la féminité. Moi, s'il y a dans une audience où il y a que des hommes, ou d'un moment, j'ai pas envie de... Enfin, je fais le strict minimum. Mais quand il y a des femmes, j'ai tout le temps... C'est génétique, je crois qu'on est programmé pour ça. J'ai tout le temps envie de... Seriez mieux de briller un peu plus. Ouais. Vous seriez mieux dans une société matriarcale? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des femmes... Les femmes sont toutes bien et les hommes sont tous moches. J'étais au Nouvel Obs, le pire tyran que j'avais, c'était une femme. Toutes les matriarcales, je crois que c'est vraiment les individus. Il y a pas de... Les femmes sont gentilles et les hommes sont méchants. Et il n'y a pas les femmes sont inférieures, les hommes sont... Je crois que c'est individu. Et vu que je crois qu'on choisit son homme ou une femme, c'est les âmes qui s'incarnent dans des êtres. Maintenant, il y a des femmes qui sont très méchantes, qui sont même très méchantes avec les autres femmes. Vous en connaissez? Et il y a des femmes qui sont des... Vous vous dites pas si un jour... Des pervers narcissiques, il n'y a pas que les hommes. Mais vous vous dites pas si un jour on avait une femme pour diriger la France, ça irait mieux? Non. Non, parce que si on avait une femme pape, vous diriez... Je veux dire, par exemple, j'ai rencontré François Giroud, qui est extraordinaire, et qui a dit les hommes et les femmes en politique sont égaux le jour où il y aura des femmes ministres incompétentes. Donc, qui est une phrase vraiment intéressante. Et elle est extraordinaire. Elle, comme présidente, géniale. Maintenant, j'ai rencontré d'autres ministres femmes
mais vraiment pète sec, tyran, et parfois, moi je ne vais pas donner de nom, mais Ségolène des gens, Royal? c'est vous qui le dites. Non, mais non, vous ne l'avez pas rencontrée récemment? Si, je la croise, on est dans le même club de sport, donc je la vois souvent, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais non, je ne pensais pas à elle, mais il y en a qui sont, heureusement qu'on ne les a pas, hein, oui. Bon, Non, je ne alors, donnerai pas de nom. ok, donc ça n'irait pas mieux avec une femme pour gouverner la France? Pour la France, il faut une âme lumineuse, mais après, homme ou femme, c'est l'enveloppe. Donc, finalement, si on résume, au fil de votre vie, qui Je suis en avez-vous... train de me dire qu'en coupant n'importe où dans cette On ne va interview, pas couper, c'est dans les conditions du direct, il n'y a on pas va de montage. sortir. Il n'y a pas de montage. On pourra sortir de ce truc. Non, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Qui avez-vous le plus rencontré au final? Le hasard ou le destin dans votre vie? Hasard, ça veut dire plutôt libre arbitre ou plutôt prédestination? Oui. Je vous dis, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que... Mais j'ai eu tout le temps les signes de là où il faut aller et là où il ne faut pas aller, et j'ai essayé tout le temps de les écouter. Voilà. Est-ce que vous sentez vous sentez quelque chose là? Ici? Oui. Maintenant? Vous sentez pas? Je ne me permettrai pas de me mettre à l'écoute de ça. Vous sentez pas une présence? C'est une attention. Si vous vous connectez. Il y a quelqu'un réellement? Non. Non, mais si vous vous connectez, vous sentez pas? Surtout, je ne vais pas me connecter. Je sais que si je le faisais, oui, je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas. Ben moi, je sens une présence. D'accord. Non, parce que je vous ai pris au mot dans le sens, est-ce qu'il y a un esprit? Je sens que le destin est là. Allez-y. Et le destin, c'est la présence du destin qui est là pour vous. Et je pense qu'il a envie que vous lui disiez quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que vous lui dites? Le destin? Oui. Merci. Alors là, j'ai qu'une chose à dire à ce qui est au-dessus. Merci. Mais déjà, je n'en reviens pas d'être arrivé là où je suis arrivé. On peut terminer par cette interview, donc terminer cet instant. J'ai parfois le complexe de l'imposteur, c'est-à-dire que je reçois plus que ce que je mérite. Ah. Mais ça me rassure quand je vois les autres. Je me dis, bon, ok, non, ça va. En tous les cas, Bernard Werber, merci d'avoir été si généreux, si sincère. C'est déjà fini? Ouais, on vous Je retrouve. commençais à peine à m'échauffer. J'avais plein de Vous réponses. reviendrez? J'ai plein de réponses vachement intéressantes à vous donner. Bon, je le garde pour la prochaine fois. Alors. Oui, c'est ça. Donc, on peut recommander votre livre, La Voix Ouais. de l'arbre, aux éditions Albin Michel, et puis votre futur spectacle. Là, vous êtes en tournée pour Oui, je VI, suis sur voilà. VIE. Là, je pars à Toulouse dans 4 jours. Et maintenant, j'ai une production qui me fait rayonner encore un peu plus, même en dehors de la France. Et c'est assez agréable. Ouais. Voilà. Eh bien, vous avez fait rayonner cette émission. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, Merci à je vous Florence. retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Domino, l'émission qui va au-delà des mots.